Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, une autre émission pour aborder plusieurs aspects du plan de riposte contre la crise sanitaire liée au Covid-19. On parlera économie, finances, budget et santé. Dans ce numéro de NCI 360, nous aurons deux tableaux, deux parties. La première consacrée à la riposte économique et sociale, avec notamment deux membres du gouvernement ivoirien. Et dans la deuxième partie, on analysera nos capacités sanitaires pour faire face aux défis de santé publique que représente le Covid-19, avec cette fois des grands professionnels de santé, dont la directrice générale de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le président de la Croix-Rouge et le secrétaire général de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Dans la première partie, intéressons-nous au chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, qui a annoncé mardi un plan de soutien à l'économie de 1700 milliards de francs CFA afin de lutter contre l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie nationale. Ce dispositif vient en complément au plan sanitaire de près de 98 milliards de francs CFA et va se décliner en trois volets: mesures de soutien aux entreprises, mesures de soutien à l'économie et celles liées au volet humanitaire ou social, pour décrypter et mieux comprendre justement cette riposte économique à la crise née de la pandémie du Covid-19. Je reçois pour vous, chez vous, M. Adama Coulibaly, il est le ministre de l'économie et des finances. M. Moussa Sanogo, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. Docteur Moussa Diomandé, porte-parole de la plateforme des petites et moyennes entreprises PME. Le confrère Antoine Assaletier-Moko, journaliste directeur général du quotidien L'éléphant déchaîné. Monsieur le ministre, chers invités, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction dans lequel le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly énonce les mesures du plan de soutien. Annonce d'un plan hier de riposte au Covid-19 par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Face à un défi de santé publique à l'échelle de la planète, Amadou Gon Coulibaly a présenté une série de mesures de soutien économique, social et humanitaire d'un montant de 1700 milliards de francs CFA, soit environ 5% du PIB. Le plan se décline en trois principaux axes, à savoir les mesures de soutien aux entreprises, les mesures d'appui à l'économie et les mesures sociales en faveur des populations. Selon Amadou Gon Coulibaly, l'impact de la crise sanitaire liée au Covid-19 est déjà perceptible sur l'économie nationale qui connaît une baisse d'activité. La conséquence de cette situation pour l'État serait une division de la croissance économique par deux. Notre croissance économique, estimée à 7,2% pour l'année 2020, serait réduite de moitié, est estimée aujourd'hui à 3,6% dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. Ce plan du gouvernement permettra d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques des secteurs formels et informels. Il permettra également de préparer une reprise rapide des activités à la fin de la pandémie. Le gouvernement est conscient que notre pays vit une période particulièrement difficile. La crise est à la fois sanitaire, sociale et économique. À cet égard, le gouvernement prendra les dispositions ci-après. Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de 3 mois. Reporter de 3 mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et artisans. Différer pour une période de 3 mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés dus à l'État. Réduire de 25% la patente transport. Différer pour une période de 3 mois le paiement de l'impôt sur les revenus de capitaux des entreprises du tourisme et de l'hôtellerie au titre des mesures sociales. Le gouvernement entend décaler pour l'ensemble des abonnés les dates limites de paiement des factures d'électricité et d'eau d'avril à juillet 2020 et de mai à août 2020. À cet effet, des facilités de paiement seront proposées pour soulager les populations. Prendre en charge les factures d'électricité et d'eau devraient être payées en avril et mai 2020 des couches défavorisées, c'est-à-dire de ménages abonnés au tarif social d'électricité et des ménages facturés uniquement dans la tranche sociale pour l'eau. Le Premier ministre conclut son propos par un rappel
de la nécessité du respect des mesures barrières afin de freiner la propagation du virus, tout en lançant un appel au renforcement de la solidarité nationale et internationale pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan de riposte contre le Covid-19. Un plan de soutien de 1700 milliards de francs CFA. Monsieur le ministre, ça fait beaucoup d'argent, finalement. Oui, ça fait beaucoup d'argent, mais ça fait également écho, justement, à l'ambition du programme. Parce que ce plan a une réponse assez importante à donner à plusieurs segments de la société. Dans son intervention tout à l'heure, M. le Premier ministre a indiqué que le plan visait à soutenir l'économie, à soutenir les entreprises, mais également à faire en sorte que les populations puissent en bénéficier. Je crois que c'est tout ça mis ensemble qui a permis d'arriver à ce chiffrage de 1700 milliards. Je voudrais rappeler simplement que les mesures dont le chiffrage a été donné tout à l'heure ont fait l'objet de concertation avec l'ensemble des acteurs, et cela sous la haute orientation de M. le Premier ministre. Monsieur le ministre Salongo. Oui, effectivement, ça fait beaucoup d'argent, mais évidemment, c'est, on va dire, à la hauteur des difficultés que nous voyons poindre à l'horizon du fait de cette crise. C'est le rythme de création de richesses de l'économie nationale qui est divisé pratiquement par deux. C'est les revenus de plusieurs ménages qui vont malheureusement s'amenuiser du fait que les activités se ralentissent quand quelquefois elles ne s'arrêtent pas. C'est même quelquefois la disponibilité des biens et services qui n'est pas toujours garantie si l'État ne prend pas certaines dispositions. Et puis son corollaire qui est la montée donc, des prix de la consommation. Donc ça nécessite quand même qu'un package puisse être développé et qu'on puisse appuyer les ménages, appuyer les entreprises pour faire en sorte que le rythme donc, de création de richesses ne s'arrête pas. Alors, il y a pas mal de chiffres qui ont été annoncés, notamment un fonds de 250 milliards de francs CFA pour soutenir les filières agricoles, un fonds de 100 milliards pour le secteur informel qui est touché. Comment vont se traduire justement ces mesures, ces fonds, comment ils seront administrés? Alors, vous savez qu'il est question de mettre en place des ressources pour pouvoir appuyer les entités qui ont des difficultés. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord d'abonder le fonds. Donc, de mobiliser les ressources, faire en sorte que ces ressources-là soient disponibles. Ensuite, il faut définir certains critères qui font en sorte que les entités qui ont rencontré le plus de difficultés du fait de cette crise, qu'elles puissent avoir les ressources minimales pour pouvoir répartir. Donc c'est cet ensemble-là qui va donc permettre de faire en sorte que les uns et les autres puissent avoir le minimum de soutien de la part de l'État. La logique qui est derrière les 250 milliards de soutien aux filières agricoles vise essentiellement à faire en sorte que les filières puissent se maintenir malgré le contexte dans lequel on se trouve. Notamment s'il y a des difficultés en termes d'acquisition d'intrants, justement, ces ressources pourraient permettre justement d'acquérir ces intrants et de les mettre à la disposition donc, des opérateurs de la filière. Le tout étant effectivement que ces filières puissent demeurer actives. Vous savez très bien que les mesures qui ont été prises ne concernent pas en fait les exportations de nos produits de rente, et donc ces produits de rente continuent d'être exportés. Et donc, il y a un corridor qui est fait qui permet justement que ces produits continuent d'être exportés sans difficulté. Je voudrais vous signaler d'ailleurs que la campagne principale de cacao qui vient de s'achever au 31 mars n'a pas été du tout perturbée par ce qui s'est passé en raison des mesures qui ont été prises. Nous avons pu réaliser 93% de nos contrats avec nos partenaires sur la campagne principale et la campagne intermédiaire vient d'ouvrir le 1er avril, donc nous ne constatons pas de difficultés majeures. Nous pensons également que là, nous allons pouvoir honorer nos engagements avec nos partenaires. Très bien. Docteur Diomandé Moussa, la semaine dernière sur ce plateau, vous indiquiez, vous souhaitiez que l'État apporte un soutien aux petites et moyennes entreprises. Quelques jours après, on a suivi cette allocution télévisée du chef du gouvernement ivoirien. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Vous avez été entendu finalement? Oui, nous avons été attendus. Je dois dire que le gouvernement a réagi comme on attendait, et ils ont réagi comme il fallait.
Cette façon de faire nous a permis, je dois dire, de sauver des emplois. Parce que cette façon de faire nous permet aujourd'hui d'être rassurés, de rassurer les PME sur la capacité du gouvernement à accompagner les petites et moyennes entreprises. C'est donc l'occasion pour les petites et moyennes entreprises de dire merci au président de la République, à son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, à tous les ministres du gouvernement, parce que ce n'était pas évident. Lorsque le 19 mars, nous avons adressé une correspondance à M. le Premier ministre pour lui faire part de nos inquiétudes et surtout faire des propositions pour permettre aux PME de sortir du stress, nous n'attendons pas à avoir des réponses immédiates et surtout des réponses de cette envergure. Le 31 mars, lorsque le Premier ministre a annoncé les mesures que vous venez de citer, nous avons ressenti cela, je dois dire, comme une marque d'attention et surtout de la considération. Pour nous, c'est une excellente chose. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'imaginer le futur, comment on met ces mesures en application. Et c'est en cela que la plateforme unique des petites et moyennes entreprises se propose, aux côtés du gouvernement, d'apporter sa modeste contribution à la réflexion pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions pour que ces fonds qui ont été dégagés pour le secteur privé aient du sens pour les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement a procédé à des reports d'impôts. C'est une excellente chose, mais nous allons demander au gouvernement, pour certaines catégories, nous voulons que le gouvernement procède carrément à l'annulation. Pour ceux, par exemple, qui n'ont pas travaillé du tout. C'est vrai que notre système fiscal vous permet de ne pas payer certains impôts comme vous n'avez pas de chiffre d'affaires, mais je pense qu'il y a des charges que ces entreprises vivent, telles que le secteur de l'hôtellerie, le secteur de la restauration, qui volontairement n'ont pas voulu fermer, mais qui ont fermé parce qu'il y a la crise. Donc aujourd'hui, c'est des mesures que nous devons regarder ensemble. Nous sommes prêts à discuter, à accompagner le gouvernement dans sa recherche de solutions pour trouver des solutions. Mais au-delà de la riposte, il faut savoir que la pandémie à Covid-19 sera bientôt derrière nous, c'est sûr. Voilà, nous allons mettre sous contrôle. Monsieur le ministre Sanogo, on entend le porte-parole de la plateforme des petites et moyennes entreprises indiquer que l'effort qui a été fait, c'est bien. Est-ce qu'on ne peut pas faire un peu plus? Moi, j'ai envie de vous demander, 1700 milliards de francs CFA, c'est une grosse somme, on l'a dit. Est-ce que le gouvernement peut faire plus? Est-ce que déjà, on n'a pas déjà fait ce qu'on pouvait? Ben, écoutez, dans l'absolu, on peut jamais dire qu'on ne peut jamais faire plus. Mais vous savez, en économie, il n'y a jamais d'effet qui est neutre. C'est-à-dire que quand vous avez fait un effort d'un côté, il va falloir que vous réduisez les choses de l'autre. Alors là-dessus, il faut bien regarder. Vous avez des petites et moyennes entreprises qui sont des acteurs importants de notre économie, pour lesquels le gouvernement a déjà mis en place tout un ensemble de mécanismes pour les appuyer. L'une des grosses contraintes auxquelles fait face une petite entreprise, c'est le financement. Le gouvernement a mis en place un fonds de garantie pour les accompagner dans les opérations bancaires. Mais aujourd'hui, avec la loi sur les sociétés d'État qui va être adoptée au Parlement sous peu, j'espère, alors il y a également un autre mécanisme d'abondement de ressources pour pouvoir accompagner ces petites et moyennes entreprises-là. Et le gouvernement a également pris des dispositions légales qui font que les parts des marchés publics réservés aux PME sont aujourd'hui beaucoup plus importants que ce n'était pas le passé. On est passé de 20% à aujourd'hui 30%. Et dans les faits aujourd'hui, la commande publique pour les PME représente à peu près 40% en valeur et 60% en nombre en termes de marché public. Tout ça, c'est pas pour les PME. Maintenant, il y a l'effet coronavirus qui, lui, vient s'ajouter et pour lequel un fonds spécifique est dédié pour pouvoir les accompagner. Maintenant, sur la question de la fiscalité, bon, vous savez, vous payez de la fiscalité au prorata de vos revenus. Quand vous n'en avez pas, c'est tout à fait normal que vous n'en payiez pas. Et sur les questions d'impôt minimum forfaitaire qui existaient lorsque vous avez une situation négative, eh bien, l'État également a fait un geste là-dessus. Donc, ce sont des choses qui peuvent être regardées. Mais globalement, le principe même de la fiscalité, c'est de faire en sorte que les uns et les autres contribuent à la hauteur de leurs ressources. Antoine Saleh-Tiemoko, vous êtes journaliste, observateur. Quel commentaire faites-vous justement de cette annonce du Premier ministre sur le plan de soutien de 1700 milliards de francs CFA? Quand on écoute le représentant des PME, on sent tout de suite que la mesure était attendue. En tant qu'observateur, en tant que journaliste, on a aussi entendu ce que le Premier ministre a dit.
Mais il est clair qu'entre les annonces des montants qui ont été indiqués et la mobilisation des ressources, il peut y avoir parfois des réalités qui sont moins prosaïques. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que rapidement, le système se mette en place et que les moyens qui ont été annoncés soient mobilisés et disponibles pour accompagner le processus de riposte. C'est à ce niveau-là que l'enjeu se trouve. Bon, sinon on peut annoncer autant de milliards qu'on veut, mais il faut pouvoir les mobiliser pour agir efficacement sur les secteurs qui ont été indiqués. Justement, ça c'est l'une des questions de nos internautes. Comment on mobilise ces 1700 milliards de francs CFA, Monsieur le ministre Coulibaly? La mobilisation des 1700 milliards est en cours, puisque le gouvernement lui-même, pour donner un signal immédiat, a déjà mis à disposition 20 milliards de francs CFA. Et nous sommes en contact avec les différents partenaires qui existent sous l'orientation du Premier ministre pour mobiliser les ressources de façon effective. Je pense que ça devrait se faire de façon rapide, puisque nous agissons bien sûr dans l'urgence, mais également de façon méthodique. Donc on n'a aucune inquiétude sur la mobilisation effective de ces ressources-là. Mais je voudrais peut-être revenir un peu sur le point qui a été fait tout à l'heure par le représentant des PME. Les mesures ont été prises au niveau national pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Mais cela doit se faire également en relation avec des mesures de facilitation qui ont été prises également par la BCEAO. Vous savez que pour faciliter justement le financement des petites et moyennes entreprises, la BCEAO a injecté des liquidités additionnelles à hauteur de 340 milliards de francs CFA. Donc il appartient justement aux PME de se rapprocher de leurs banquiers pour essayer justement de mobiliser des ressources en termes de financement pour accompagner également les mesures qui sont prises par le gouvernement. Au-delà de ça, il y a que 1700 entreprises qui n'étaient pas initialement listées, cotées au niveau de la BCEAO l'ont été, justement dans le cadre de la réponse à cette crise-là. Et ça correspond à un montant de 1050 milliards de ressources additionnelles qui pourraient être mises à disposition des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre, on a bien envie de se demander les régies financières qui nous permettent de mobiliser des fonds pour justement alimenter l'économie. Vu la crise du coronavirus, les activités sont au ralenti. Est-ce que de ce point de vue-là également, il n'y a pas lieu de s'inquiéter? S'inquiéter, oui, on peut le penser. Il est clair que ce n'est pas la tâche la plus facile actuellement d'être gouvernant, parce que ce sont des défis extrêmement importants. Il est également évident ici que lorsque les activités ralentissent ou s'arrêtent, vos capacités à mobiliser de la ressource s'amenuisent. Mais ce que l'État ivoirien fait, vous savez, c'est un peu comme le bon père des familles qui, en bon gestionnaire, avait prévu, d'agrandir sa maison pour permettre à la famille d'avoir un peu plus d'aisance et dont malheureusement le fils tombe malade. Alors, l'une des premières choses, c'est qu'il est obligé de se dire, écoutez, aujourd'hui, avoir un climatiseur supplémentaire ou un ventilateur n'est peut-être pas la chose la plus prioritaire. C'est comment est-ce que je réalloue ces ressources-là à la santé de mon fils. Et ça, c'est la première chose que l'État va faire. C'est-à-dire que, donc, revoir la priorisation de ces dépenses de sorte à pouvoir faire une réallocation de ressources pour pouvoir faire face à l'ensemble des difficultés des autres agents économiques. Ensuite, comme la Côte d'Ivoire est un pays qui a déjà fait la preuve de la qualité de sa gestion macroéconomique, en témoigne l'évolution de notre déficit budgétaire qui est en baisse, alors un pays pareil a beaucoup plus de capacité à pouvoir mobiliser des ressources. La Banque centrale a déjà fait sa part en matière de mise à disposition de ressources. Le niveau d'injection de ressources au niveau des guichets d'intervention de la Banque centrale vont excéder 4 500 milliards avec les montants que le ministre des Finances a indiqués. Et donc, il va falloir pouvoir récupérer ces ressources-là sur le marché financier régional. Et ça, c'est parce que vous avez, des états de gestion plutôt positifs que vous pouvez les lever aisément à un coût faible. Enfin, il y a également la solidarité internationale. La solidarité internationale avec les grandes instances internationales qui aujourd'hui sont prêtes à appuyer l'ensemble de nos pays. Et sur ce plan-là également, la Côte d'Ivoire pourra mobiliser les ressources qu'il faut pour pouvoir financer l'ensemble de ces plans. Donc oui, situation pas aisée en matière de ressources fiscales, mais du fait de la qualité de notre gestion macroéconomique, nous devrions pouvoir y faire face. Monsieur le ministre, vous voulez réagir là-dessus ou... Non, je pense que l'essentiel a été dit. Je veux juste confirmer ce que le ministre du Budget a indiqué, qu'effectivement, la Côte d'Ivoire a un crédit
international assez important qui fait que nous pourrons effectivement mobiliser les ressources dont il s'agit. Je vous ai parlé tout à l'heure de la volonté affirmée et la détermination du gouvernement lui-même qui a déjà mis 20 milliards. C'est un signal positif qui devrait encourager les partenaires que nous sollicitons à nous accompagner. Alors, revenons aux petites et moyennes entreprises. Comment on fait? De quels moyens d'abord dispose l'État pour répertorier toutes les PME touchées par cette crise du coronavirus? Est-ce que vous, au niveau de la plateforme, vous avez justement ce mécanisme pour répertorier toutes les entreprises sinistrées? Oui, nous avons ce mécanisme justement. Vous savez, au niveau de la plateforme, nous sommes, je dois dire, plus de 50 000 PME. Vous avez toutes les fêtières des PME qui sont représentées au sein de cette plateforme. Et donc, pour répertorier toutes les PME, je dois dire, c'est pas... Non, pas toutes les PME sinistrées. Oui, c'est très facile pour nous, on les connaît de toute façon. Vous avez les secteurs du tourisme, du cinéma, du divertissement, on les connaît. Donc, assez aisé pour nous pour les répertorier et puis reporter l'information au gouvernement. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement a fait un effort considérable. Quand on regarde l'effort total, financier total, on a à peu près 20% de cet effort qui revient au secteur privé, à peu près 360 milliards de francs CFA, ce qui n'est pas négligeable. Et ajouter à cela les efforts qui ont été réalisés par la BCAO. Pas plus tard que ce matin, j'ai une agence de voyage qui me disait comme ça que oui, nos traites n'ont pas été rejetées, fort de ce que le gouvernement a fait. Et donc, elle m'a exprimé toute sa satisfaction. Donc, c'est à l'actif du gouvernement, ces mesures-là. Mais ce que nous voulons dire, c'est qu'au-delà de la riposte que nous allons faire, il faut savoir que nous allons passer vers un nouveau paradigme, un nouveau monde. Un nouveau monde où les choses ne seront pas forcément de la même manière. Et c'est le moment d'accélérer la transition de notre économie. Forcément, avec le Covid-19, on a une économie, des nouveaux modes de vie, confinement, avec une autre façon de travailler. Donc, c'est l'occasion pour notre économie de passer à une nouvelle façon de travailler, d'avoir des nouveaux modèles économiques, de passer à l'agilité. Et cela, nous voulons, dans nos discussions avec le gouvernement, donner des pistes pour que nos entreprises soient plus compétitives au sortir de cette crise. Antoine Assalé-Timonko, vous vouliez réagir tout à l'heure? Oui, non, je veux dire que je suis d'accord avec ce que le représentant des PME dit. Il est clair qu'à la fin de cette crise, il va y avoir de grandes réflexions, des réformes profondes sur le système économique dans tous les pays. Mais je voudrais, l'occasion étant présente, les deux ministres sont sur le plateau, poser des questions concrètes. Quand on parle du secteur informel, au-delà de ma casquette de journaliste, je suis aussi un élu local. Tout à l'heure, j'ai entendu M. le ministre dire les taxes forfaitaires des petits commerçants sont suspendues, les mairies, effectivement, collectent. Je suis sûr que tous mes collègues qui sont sur cette émission veulent que je pose la question. Les impôts sont suspendus pour 3 mois. Comment, concrètement, une restauratrice dont le commerce a été fermé, comme chez moi, par exemple, à Thiès-Salé, tous les commerçants, toutes les petites vendeuses des restaurants sont au chômage. Concrètement, comment le gouvernement va faire pour que ce secteur-là puisse recevoir les montants qui ont été annoncés? Première chose. Deuxième chose, les collectivités territoriales, elles ont des codes-parts d'impôts qui sont partagés, que l'État leur envoie chaque trimestre ou chaque mois. Comment ça va se faire si les impôts sont suspendus? Est-ce que les collectivités, les budgets ont été adoptés et approuvés? Comment ça va être alimenté concrètement? Sur ces questions-là, je peux répondre de façon, on va dire, sur les grands principes. Si vous pouvez peut-être patienter juste une journée ou deux, tant qu'au niveau, au plus haut niveau, ces éléments-là puissent être signés. Alors, le principe, il est celui-ci. D'abord, l'économie nationale elle-même voit ses ressources s'amoindrir. Du fait qu'on on passe de 7,2 à de croissance, à ce qui est projeté autour de 3,6 si je ne m'abuse. Alors, à partir de là, il est clair que pour tous les acteurs du jeu économique, la capacité à recevoir un certain niveau de ressources, on ne peut plus avoir la même prétention. Alors, lorsqu'on a fait cela, pour les entités communales, vous avez 2 types de taxes. Il y avait les taxes donc comment dirais-je, des petits commerçants. Tout à fait, des petits commerçants et artisans. Vous avez les taxes communales. C'est ça. Donc là où l'État décide on va dire de suspendre, parce qu'on ne passe pas l'éponge, c'est une suspension, c'est sur les taxes pour les petits commerçants et ainsi de suite. Alors,
Sur les taxes communales, celles-là, je crois que c'est du ressort des maires, donc c'est à eux d'apprécier. Donc à partir de là, il est clair que sur la période, il y aura un reversement de ressources qui va s'amoindrir. Mais en même temps, l'État lui-même prendra en charge, suivant les différentes déclinaisons du plan, un ensemble de choses à un échelon central. Donc il faut maintenant, et c'est ce que nous espérons tous, que la crise ne soit pas trop longue, et qu'à partir de là, ces contre-coups, que nous puissions les contenir assez rapidement et que la mécanique économique puisse repartir. Alors, donc, de façon pratique, on va apprécier la question de la sinistralité de chacun des acteurs et des critères vont être définis là-dessus, notamment sur l'évolution des chiffres d'affaires en glissement annuel, pour voir quelles sont les entités qui ont été les plus affectées et qui sont à même de prétendre à une indemnisation de l'État. Donc voilà peut-être ce que je peux dire en les grands principes. Alors il y a une question qui revient notamment chez les internautes. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour les encours bancaires, sachant par exemple que plusieurs entreprises sont en baisse de production, donc il leur serait difficile justement de faire des chiffres et faire face donc à leurs prêts? Oui, je vous ai mentionné tout à l'heure les indications et les décisions qui ont été prises par la BCEAO. Il y a également cette question d'encours bancaire et de pouvoir honorer en fait les prêts pendant cette période. Il a été demandé aux différentes banques justement de pouvoir différer le remboursement en fait des prêts. Pas les intérêts, c'est-à-dire c'est le principal. Le principal, on a demandé que ce soit différé et que les opérateurs continuent de payer les intérêts pendant cette période. C'est une mesure d'accompagnement, en fait, une facilité que fait la BCEAO aux banques des différents pays de l'UEMOA, de l'espace UEMOA. Très bien. Alors, Monsieur Diomandé, le gouvernement a fait des efforts. Vous, je vous posais la question la semaine dernière. Quel est l'effort que vous allez faire, vous, finalement, pour venir à bout de cette crise sanitaire? Nous mettons les emplois, parce que s'il n'y a pas d'emploi, vous allez avoir encore une crise sociale. Donc, le plus dur, c'est de maintenir les emplois et continuer la production. Ça, c'est très, très important. Sinon, l'économie va s'effondrer. On va arriver vers une crise financière, parce qu'il va y avoir un choc de la demande et un choc de l'offre. À partir de ce moment, l'économie va s'effondrer. On va avoir des problèmes au niveau de la fiscalité de porte, la fiscalité intérieure. C'est une contribution énorme que les PME apportent à notre système économique. Et ça, cela est très important et il faut le mentionner et saluer cela. Qu'aujourd'hui, nous avons demandé à nos PME de faire l'effort de garder les emplois. De garder les emplois, de continuer à payer nos salariés. Nous protégeons en le faisant les salariés, l'outil de production, la personne morale et l'entrepreneur, ce qui n'est pas négligeable dans notre économie. Et également, je voudrais rebondir sur les interventions de messieurs les ministres sur le fait que la BCEAO nous ait fait des facilités au niveau du principal de la dette, des échéances, mais les taux d'intérêt. Je pense que le gouvernement doit revoir les taux d'intérêt parce que ça pose le même problème, ou avoir de l'argent pour payer cela. Donc, et ça, c'est très important. C'est un plaidoyer que nous faisons auprès des messieurs les ministres, voir dans quelle mesure les taux d'intérêt peuvent être... Si on ne peut pas les supprimer, qu'on les réduise. Ça se fait ailleurs. Et un deuxième point, c'est concernant la suspension. Je dis que la suspension est une excellente chose. Nous avons salué les mesures, mais nous disons que dans certains secteurs d'activité, on ne peut pas reporter. Il faut complètement... Vous pensez à quel secteur, notamment? L'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les agences de voyage, il faut complètement... Ils n'ont pas d'activité. Il faut voir dans quelle mesure ces charges, on ne reporte même pas les charges. Et je voulais dire également que nous sommes dans une posture de construction, une posture de réflexion avec le gouvernement. Dire au gouvernement que concernant ces mesures, nous pensons que les fonds qui vont être mobilisés, il serait intéressant que ces fonds soient utilisés de façon financière. C'est-à-dire, on est dans la financiarisation. Il faut injecter de l'argent dans l'économie. Et ça, je m'adresse, je sais que M. le ministre sait de quoi je parle. Il faut vraiment injecter de l'argent pour faire repartir toutes les PME, tout le monde. Voilà. M. le ministre a parlé des marchés. C'est une excellente chose, mais il faut qu'on arrive à 98% de part de la commande publique aux PME.
pas 40%. Alors, je vois M. le ministre sourire, ça c'est un autre débat. Vous voulez réagir peut-être, M. Oui, non, attention, j'ai dit 40% en valeur. C'est cela. Mais en nombre, c'est 60%. C'est cela. Donc ça veut dire que la majorité des marchés vont vers les PME. Mais si je peux me permettre, pour rebondir sur ce qui a été indiqué tantôt, la problématique des taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il faut savoir que l'activité bancaire est une activité privée. C'est une activité privée et c'est un contrat qui est librement consenti entre une banque et un demandeur de crédit. Et donc, suivant la qualité de votre signature, suivant la qualité des garanties que vous apportez, suivant la confiance que vous inspirez, le banquier donc, estime que sur le taux, le risque qu'il couvre sur vous, il le facture à tel niveau. Si vous n'en êtes pas satisfait, vous pouvez aller auprès d'un autre établissement de crédit pour pouvoir avoir, le taux d'intérêt qui vous convient. Maintenant, ceci dit, pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, l'une des difficultés que les banques mettent en avant, c'est la question de l'asymétrie d'information. C'est un thème assez savant pour la plupart de vos téléspectateurs, mais en fait, c'est pour dire que les banques estiment bien souvent qu'elles ne savent pas quelle est la réalité des chiffres qui sont produits par l'entité qui vient lui demander du crédit. Et donc, dans cette incertitude, elles préfèrent mettre une marge de risque plus importante sur le taux d'intérêt. Et c'est pour ça qu'un nouvel instrument a été mis en place au niveau de l'administration fiscale, qu'on appelle Télélias, qui va permettre de certifier de l'unicité des états financiers qui sont produits par les entreprises les plus petites et les moyennes. Et avec ça, on pourra convaincre les banques, attention, cette entreprise-là, eh bien, c'est une entreprise qui marche très bien, parce qu'à la réalité, être une petite entreprise ou une moyenne entreprise dans des pays comme le nôtre, attention, vous êtes un homme d'affaires très avisé, parce que vous évoluez dans un environnement qui n'est pas toujours évident, et malgré ça, vous arrivez à faire tourner votre affaire. C'est ça. Mais très concurrentiel. Une banque a un conseil d'administration, elle a besoin qu'on puisse faire la preuve que vous avez les chiffres qu'il faut. Dernière chose, je voudrais finir là-dessus sans être trop long. Alors, pour les banques, vous savez que lorsque la banque vous fait un crédit, elle est assujettie à des règles qu'on appelle des règles prudentielles. Elle doit mettre en face un certain volume de fonds propres au cas où le crédit ne se donne pas bien pour qu'on puisse garantir donc, le remboursement des dépôts du public. Eh bien, ces règles-là ont été assouplies du côté de la Banque centrale, mais également aussi les règles de provisionnement auxquelles elles étaient assujetties au cas où il y a de la casse sur votre crédit, si on peut mettre ces termes-là. Et c'est tout ça qui fait que le système continue de fonctionner sans trop de difficultés. Monsieur le ministre Adama Coulibaly, on l'aura bien compris, en ce moment nous sommes à l'étape de mobilisation des ressources. Une fois que tout cet argent sera mobilisé, comment va s'opérationnaliser les différents fonds qui ont été mis en place parce que tout de suite, les petites et moyennes entreprises, dans leur tête, on va avoir un peu d'argent pour pouvoir faire tourner notre business. Il faut attendre jusqu'à quand, notamment? Oui, nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Les opérateurs du secteur privé sont en train d'examiner les mesures actuellement. Et nous-mêmes, de notre côté, nous regardons les mesures de manière à ce que nous puissions nous retrouver. On avait prévu de se rencontrer aujourd'hui, mais des contraintes ont fait que la rencontre a été reportée en début de semaine prochaine. Donc on va se mettre avec les banques. Pas les banques, mais ils sont partis prenantes également en fait, du patronat, des opérateurs du secteur privé. On va se mettre ensemble avec eux pour examiner le volet opérationnel, justement, des mesures qui ont été donc annoncées. Bien sûr, les arbitrages seront faits. Quand on aura fait les réunions, on va remonter ça au niveau de la hiérarchie pour que les arbitrages soient faits, les décisions soient prises. Mais je voudrais revenir sur la question de liquidité au niveau des petites et moyennes entreprises. Et c'est pour cela, justement, pour fluidifier un peu la trésorerie et faciliter en fait les affaires au niveau des PME, que l'une des mesures concerne justement le remboursement de la dette. Il y a 300 milliards de dettes qui existent, la dette intérieure. Il a été décidé effectivement que ces 300 milliards puissent être remboursés en accordant la priorité justement aux créanciers qui ont moins de 100 millions de dettes sur l'État. Donc on va commencer par ça pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'entreprises possibles, parce que la plupart... Et cette démarche va commencer dans pas longtemps? Mais c'est en cours. Le remboursement de la dette, c'est un processus continu. C'est cela. Ce n'est pas un stock de dettes qui est là et on décide un jour de commencer. Le processus est en cours, les instructions ont été données, il s'agira maintenant d'accélérer et de se focaliser désormais sur la tranche inférieure à 100 millions
Voilà. Alors, vous l'indiquiez tous les deux, messieurs le ministre, la croissance économique prévisionnelle était annoncée pour 7,2. Aujourd'hui, avec la crise, on annonce 3,6. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le pouvoir d'achat va diminuer? Qu'est-ce que cela veut dire, cette réduction de la croissance économique? Bon, cette réduction de la croissance traduit simplement le ralentissement de l'activité économique. Le ralentissement de l'activité économique, ça veut dire aussi qu'il y aura au niveau de la richesse nationale une perte, parce que quand on a fait la projection sur le scénario de référence de 7,2%, on avait donc un PIB qui était à 36 947 milliards de francs CFA. Et avec la baisse d'activité, on se retrouve maintenant à 3,6%. Ça fait un PIB de 36 044 milliards de francs CFA. Donc, ce qui fait un gap de 903 milliards de francs CFA. Donc, ça veut dire que là, effectivement, il y a une perte de richesse nationale. Normalement, comme le ministre du Budget l'a dit, qui devrait être reparti d'une certaine façon. On ne peut pas s'attendre à avoir le même niveau de ressources à partager à 7,2 qu'à 3,6%. Donc, c'est un peu cela. Mais je voudrais peut-être indiquer que cette crise, nous la voulons la plus courte possible. Absolument. Les analyses que nous avons faites et les scénarios qui se dégagent, le ministre du Budget a dit tout à l'heure que nous allons certainement sortir de cette crise peut-être au mois de juillet. Mais en 2021, il y aura un rebond économique. C'est pour cela que nous avons accompagner les petites et moyennes entreprises et les entreprises, le secteur privé d'une manière générale, pour que ces entreprises puissent préserver leur outil de production. J'ai bien aimé ce que le représentant de la plateforme a indiqué tout à l'heure. Il faut préserver l'outil de production, il faut préserver les emplois, de manière à ce que, quand la crise sera terminée, qu'on puisse redémarrer assez rapidement pour pouvoir contribuer au rebond économique qui va avoir lieu en 2021. C'est le sens un peu aussi du paiement de la dette pour que les entreprises puissent avoir de la trésorerie pour pouvoir poursuivre leurs activités. M. Moussa Sanogo, on va faire un peu de pédagogie. Alors, quel sera l'impact de cette crise soudaine sur les prévisions budgétaires de cette année? Alors, ça, c'est la question à $1000. En fait, à la vérité, ça dépend de la durée de la crise. Donc, si les travaux que nous avons faits, écoutez, ce sont divers scénarios qui font pratiquement actualiser chaque semaine. Alors, on était dans un scénario très bas, de l'ordre d'une 60aine de milliards, au cas où les choses s'aggravaient de 250 milliards, ou un peu plus de 500 milliards. Mais je crois qu'aujourd'hui, le premier scénario est complètement dépassé. Donc, on va se situer au minimum entre 250 et 500 milliards. Mais comme je dis tantôt, c'est vraiment la durée de la crise. Si la crise finit en septembre, ce ne serait pas la même réalité que si elle finit en juin. Donc c'est peut-être ce que je peux indiquer. Mais vous avez soulevé un point extrêmement important sur la question du pouvoir d'achat. Là-dessus, je voudrais quand même rassurer les Ivoiriens. Quand on parle du pouvoir d'achat, c'est en général deux choses. Le volume de revenus que vous engendrez et ou l'évolution des prix. Il est clair qu'avec une croissance qui va baisser, il y aura un gâteau moins gros à partager entre les uns et les autres. Mais le gouvernement va travailler à maintenir le niveau des prix. Et ça veut dire avoir suffisamment de biens et services. Et donc c'est pour ça que ces différents fonds ont été mis en place. Ça veut dire qu'on doit faire en sorte que l'inflation importée ne soit pas trop forte. Et donc, les importations de biens et services, que nous puissions les avoir comme il faut, suffisamment de biens importés à faible coût. Et c'est pour ça que des mesures ont été prises de facilitation au niveau douanier. Et puis enfin, ça veut dire que l'inflation qui est d'origine monétaire soit bien calibrée. Et donc ça, c'est la Banque centrale. La politique monétaire de la Banque centrale est vertueuse depuis toujours. Donc de ce côté-là, on peut quand même garantir que les efforts vont être faits pour que le pouvoir d'achat soit préservé au niveau des populations. En termes de prévision, on prévoit pour fin juin, le Premier ministre l'a annoncé, pour fin juin, maximum juillet, la fin de la crise sanitaire. Et si on allait au-delà, finalement, est-ce qu'on va aller vers un budget rectificatif, par exemple? Oui, non, il est clair qu'aujourd'hui, on va aller vers un budget rectificatif. Alors, en fait, on a besoin juste d'attendre d'avoir un peu plus de visibilité sur l'évolution de certaines hypothèses pour pouvoir refaire le budget, déjà du fait de la réallocation de ressources. Donc ça, on va y aller. Très bien. Assalé? Oui, ce que je voulais dire, c'est que le ministre a sans doute abordé la question vous l'avez dit, du pouvoir d'achat, et qu'il va falloir que les biens et services soient disponibles pour que les prix ne flambent pas. Mais il est clair que déjà, dans le contexte actuel, c'est un
acteurs du secteur économique commencent déjà à renchérir les coûts et il va falloir être extrêmement vigilant là-dessus. Le ministère du Commerce, tout le gouvernement. Mais je voulais dire, s'il y a une sorte de ralentissement de l'activité économique, est-ce qu'en termes d'efforts à faire, est-ce qu'au niveau gouvernemental, est-ce qu'il y a une prévision de réduction des charges de l'État? Tout ce qui est niche de dépenses qui ne sont pas forcément utiles, est-ce que tout ça est prévu dans l'effort à faire pour que chacun comprenne que c'est une affaire nationale et que si on réduit pour un secteur d'activité, au niveau du gouvernement aussi, on a conscience qu'on ne pourrait pas continuer à vivre comme s'il n'y avait pas de crise et que les dépenses doivent baisser? Est-ce que ça, c'est prévu? Oui, non, effectivement, ça, c'est prévu. C'est pour ça que je vous parlais de réallocation, de réallocation des ressources. Parce qu'à la vérité, le gouvernement se retrouve dans une équation qui est assez difficile. C'est-à-dire que le niveau d'entrée est forcément affecté par la crise, mais en même temps, les besoins vont crescendo. Et donc, à partir de là, vous devez trouver un équilibre savant. Non, ces efforts-là sont prévus. Donc, ils sont pris à charge à travers la réallocation de ressources vers les populations les plus vulnérables. D'accord. Vous voulez réagir? Très bien. Juste pour compléter ce que le ministre du Budget vient d'indiquer, effectivement, nous allons avoir justement dans le budget rectificatif qui va être produit un redimensionnement en fait, des allocations par différents postes. Il est clair que les dépenses de fonctionnement sur certains postes vont nécessairement être réduites, ça c'est très net. Mais je voudrais revenir sur la question de la flambée des prix. Je crois que là, véritablement, il faut constater que les agents du ministère du Commerce sont partout sur l'ensemble du territoire pour essayer justement de faire du contrôle renforcé et surveiller les prix. Parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui que les prix flambent comme ça, sans raison, parce qu'il n'y a pas de pénurie, les stocks sont là, il n'y a pas de raison que les prix puissent grimper. Donc les agents du ministère du Commerce sont partout en train de surveiller. Et puis, bon, les sanctions vont tomber. Si les prix qui sont affichés ne sont pas pratiqués correctement, les sanctions seront prises notamment contre les contrevenants. Est-ce que vous avez les chiffres de la part de ces 1700 milliards consacrés à l'équipement, notamment dans le secteur médical, à l'équipement des médecins, à l'équipement des hôpitaux, pour les protéger? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Oui, en fait, il y a... Alors, ça dépend de comment est-ce que vous faites le calcul. Vous avez déjà le plan de riposte sanitaire que le président de la République a annoncé. C'est cela, les 98 milliards. Mais vous avez un ensemble de ressources qui sont prévues pour faciliter l'importation de tout ce qui est appareils, intrants médicaux et autres éléments qui ont trait à la crise, mais également aussi le soutien financier qui va être apporté aux agents en première ligne pour pouvoir faire face donc, à cette crise compte tenu des risques qu'ils prennent. C'est établi très clairement, en ce moment, la priorité, c'est la santé, dans les dépenses de l'État. Écoutez, on a coutume de le dire, hein, quand on se présente les vœux, c'est d'abord la santé. Il faut être en bonne santé pour pouvoir être aussi cette table pour pouvoir parler de différentes choses. Je crois que c'est une priorité aujourd'hui dans les dépenses de l'État. Docteur Diomandé, il peut se trouver qu'il y ait des responsables de PME, des chefs d'entreprise, qui profitent de la crise sanitaire justement pour monter les enchères, monter les prix de leurs produits ou services. Vous également, à votre niveau, il y a peut-être un travail à faire. Au niveau de la plateforme des petites et moyennes entreprises, nous avons une façon de travailler. Tous les opérateurs indélicats automatiquement sont excommuniés de notre plateforme. On n'en a pas l'impression, hein? C'est que c'est pas il faut dire c'est que c'est pas les PME. Les PME en général. Non, les PME en général sont des entrepreneurs, je dois dire, qui vivent de leur activité, au quotidien. Et donc, par rapport à l'effort qu'ils font, ils réajustent leurs coûts. C'est la loi du marché. Donc, vous voyez, si j'ai des difficultés pour avoir mes intrants, ou si le marché réduit, bien entendu, je fonctionne. C'est ce que j'ai dit, il y a des chocs de la demande et des chocs de l'offre. À partir de ce moment, il y a un équilibre à faire. Donc, on peut interpréter cet équilibre en disant qu'il y a de la surenchère, mais c'est pas cela. Nous faisons l'effort d'être au service de nos populations. Nous n'arrêtons pas nos productions. Je connais même certains aujourd'hui qui partent à Jacquesville pour livrer des produits, pour livrer des compagnies qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut saluer tout cela. Mais ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement a réagi de façon correcte, je dois dire, avec des mesures concrètes, des mesures... Nous allons passer à la phase
pratique, pragmatique, comment les choses vont se mettre en place. Nous, comme je l'ai dit, nous sommes disposés à apporter nos contributions sur tous les points de ces mesures. Mais au-delà, il faut penser vraiment à l'après-crise. Parce que nous anticipons, nous avons des éléments. Nous allons nous retrouver après la crise à une course effrénée. Donc l'accompagnement du gouvernement doit également se poursuivre au niveau du crédit à l'import, du crédit, de la facilitation des PME à s'installer, à aller sur des marchés nouveaux, à conquérir des parts de marché. C'est cela le combat. Le combat va se faire à ce niveau. Parce que vous allez avoir des PME, des entreprises... Vous avez l'impression qu'on vous accompagne, on ne vous booste pas suffisamment? Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est l'occasion. Nous sommes dans une approche constructive, c'est de la réflexion, apporter notre contribution au gouvernement. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous pensons qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Nous leur disons où ils peuvent orienter certaines choses, c'est notre rôle. Chacun a sa place. Mais aujourd'hui, si nous regardons peut-être hors les produits de rente, café, cacao, anacarde, regardez la contribution à l'import. Oui, les PME ivoiriennes qui sont au Ghana, au Mali, au Sénégal, c'est important d'avoir des entreprises capables à un moment donné de faire ce qu'on appelle du reshoring ou de refaire venir l'argent dans leur pays. Tout ça est important. Donc, il faut aller sur des renforcements de capacités au niveau du commerce, du marketing, pour qu'on soit plus offensif. La Côte d'Ivoire soit un peu partout dans la sous-région pour vendre notre savoir-faire. Parce que nous avons les compétences, nous sommes un peu partout et nos compétences sont appréciées. Donc aujourd'hui, c'est une excellente chose, mais les PME veulent aller plus loin. On veut être capable de vendre notre petit cola d'une certaine façon. On parle à la noix brute, mais avec d'autres technologies en termes de teinture et autres. Et c'est pour cela que nous devons mener la réflexion au gouvernement pour dire maintenant, allons-y plus loin et plus vite. Monsieur le ministre, vous n'avez pas l'impression que cette crise nous envoie également d'autres messages? Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas faire un bond plus important en avant vers l'industrialisation? Parce que la tendance aujourd'hui, c'est produire des cache-nez, des gels hydroalcooliques. On est toujours en train de les faire venir chez nous. Est-ce qu'il ne faut pas justement booster l'industrialisation du pays? Mais vous savez que la stratégie du gouvernement, c'est justement aller vers la transformation structurelle de notre économie à travers l'industrialisation. Fondamentalement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la politique qui a été adoptée depuis le PND, le deuxième PND. Donc on est bien sur la trajectoire d'industrialisation. C'est pour cela que vous verrez que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant visent à encourager justement le secteur industriel, notamment à travers la transformation de nos produits de base, le cacao, l'anacarde et ainsi de suite. Donc nous sommes effectivement vers là. Nous allons encourager également la transformation des produits manufacturés. Donc effectivement, nos efforts ont été contrariés, comme d'autres pays, par le Covid-19. Mais je pense que nous allons, comme je l'ai dit, poursuivre résolument en fait, notre marche après la sortie de cette crise-là. Il n'y a aucune raison que nous ne le fassions pas. Il faut absolument, je suis d'accord avec vous, que nous puissions créer de la valeur ajoutée, que nous puissions créer des emplois pour nos compatriotes. Et ça ne peut se faire qu'à travers une politique industrielle ardue. Et donc moi, j'encourage les opérateurs privés, effectivement, à s'investir davantage dans la transformation, parce qu'il n'y a pas de raison que nous puissions exporter des produits bruts et que ces produits bruts transformés à l'extérieur créent des richesses à l'extérieur, créent des emplois là-bas, alors qu'ici, nous avons des gens que nous aurons pu utiliser. Vous voulez réagir? Non, je crois que le ministre des Finances a dit l'essentiel. Hein. Juste deux mots. C'est la stratégie qui est menée depuis plusieurs années. Si vous voulez faciliter l'industrialisation, il faut d'abord faire en sorte que votre économie ait les atouts pour être suffisamment compétitive. Et ça veut dire disposer de suffisamment d'infrastructures en matière d'énergie, en matière de transport. C'est tout ça qui va faire en sorte qu'une industrie puisse s'installer sans difficulté et qu'elle peut travailler. Aujourd'hui, au PK24, quand vous sortez d'Abidjan, cette vaste zone industrielle qui est en train de se créer, chacun peut la voir. Donc ça valide bien l'idée que l'industrialisation est en cours. Si vous regardez notre produit intérieur brut, la part qui est consacrée au secteur secondaire ne cesse de s'agrandir. Si vous regardez l'évolution de nos investissements directs étrangers, c'est une taux de croissance en moyenne annuelle entre 15 et 20%. Alors, tous les indicateurs sont ouverts en matière d'industrialisation de notre pays. Et effectivement, c'est cela que se trouve l'avenir. Oui, il est évident que les hypothèses qui ont été faites, tendant à dire qu'à partir de juin, en principe, on devait sortir de la crise, sont des hypothèses heureuses. Voilà. Et donc, on peut tous espérer qu'à partir de juin, effectivement, qu'on sorte de cette crise. Mais cette crise sanitaire, si les hypothèses pessimistes sont les plus avérées, que si on n'est pas
juin pour aller à juillet, août, septembre, voire octobre, risque d'avoir un choc économique terrible. Tout à fait. À une crise sanitaire, risque de se greffer une crise économique et une crise sociale. Dans une telle circonstance, est-ce que la réaction publique, la parole publique, va dépendre de la capacité de notre État à réagir, à riposter face à la maladie? Juin, ça veut dire que l'État est suffisamment prêt pour riposter et donc prendre des mesures qui sont absolument rigoureuses et donc ne pas tergiverser. Est-ce que les acteurs politiques que vous êtes ici, les acteurs gouvernementaux que vous êtes ici, est-ce que vous pourrez rassurer les Ivoiriens que notre pays est suffisamment prêt, après quelques tergiversations qu'on a observées aujourd'hui, à riposter de façon efficace et à mettre la santé des populations au-delà de tous les calculs pour que tous les efforts soient faits par tout le monde pour qu'on sorte de cette crise-là? Est-ce que cela est envisagé? Oui, moi je peux considérer, pardon, c'est le ministre des Finances, voilà. Je peux considérer que notre pays est tout à fait prêt. Vous avez tout à fait raison, il faut avoir plusieurs scénarios. Et c'est ce que nous avons, des scénarios, on va dire, optimistes aux scénarios les plus pessimistes. Alors, notre pays a déjà subi des chocs très importants. Je l'ai rappelé dans d'autres cadres. Vous savez, en 2017, on a connu cette chute très forte des coûts de nos principales matières premières exportées, à savoir le cacao. Il faut vous souvenir que dans la deuxième moitié des années 80, on a connu la même situation et ça a été pratiquement un effondrement économique. Mais notre pays a traversé cette situation parce que les mécanismes ont été mis en place pour amortir ces types de chocs-là. Aujourd'hui, sont extrêmement efficaces. C'est vrai qu'on a une autre nature de choc aujourd'hui qui peut être beaucoup plus violente, mais là-dessus, je n'ai pas de doute concernant les capacités de nos hommes, l'efficacité de nos mécanismes pour nous permettre de faire face à cette crise et puis en sortir plus fort. Okay. Oui, monsieur le ministre. Ouais, je pense que le ministre du Budget a dit l'essentiel. Je voudrais juste ajouter que pour qu'on puisse effectivement sortir de cette crise en juin, il faudrait que tout le monde respecte les mesures qui ont été annoncées par les autorités. Quand on demande de se laver les mains régulièrement, il faut qu'on le fasse. C'est comme ça qu'on pourrait contenir, et puis d'autres mesures qui suivent. C'est comme ça qu'on pourrait contenir en fait la crise. Quand on prend l'exemple de la Chine est sortie de cette crise dans l'espace de 3 mois. Aujourd'hui, la Chine a son matériel de production qui est intact. La Chine exporte aujourd'hui. Alors qu'il y a d'autres pays où on voit dans les chaînes de radio tous les jours qu'il y a encore des difficultés. Donc je pense qu'il faut absolument que nos compatriotes, si on veut sortir de cette crise rapidement, puissent observer les mesures qui sont annoncées par le gouvernement. Mieux on applique les mesures, plus vite on sortira de cette crise. Voilà, tout à fait. Nous sommes au terme de cette première partie de cette émission NCI 360. Monsieur le ministre, merci infiniment d'avoir accepté de venir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, des Ivoiriens sur ce plateau, sur le plan de soutien annoncé par le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou